Un beau jour de 1972, dans un bâtiment perdu quelque part en France, les couloirs de l'IRIA bruissent d'un calme studieux. Dans une petite salle de conférence, un homme ajuste ses lunettes, prend une grande bouffée d'air et entame la présentation de ses travaux. Devant lui, quelques membres de son équipe, des chercheurs d'autres laboratoires venus en visiteurs et plusieurs financeurs curieux de comprendre là où mèneront ces recherches encore expérimentales. Les schémas défilent, les concepts s'enchaînent, les explications sont parfois pointues, un peu techniques certes, mais l'homme connaît son domaine par cœur. Il est factuel, précis et convaincant. À l'issue de sa présentation, les réactions dans la salle ne trompent pas. Des regards approbateurs, des hochements de tête ne laissent que peu de doute sur le fait que cet homme s'est bien fait comprendre. Tout ce petit monde entame alors un murmure d'admiration pour les potentielles avancées que les travaux de cet ingénieur pourraient apporter. Mais au fond de la salle, deux hommes gardent le silence. Deux Américains spécialistes du même domaine qui ont enregistré chaque détail, chaque idée, chaque innovation partagée ce jour-là en toute confiance. Et ce que l'ingénieur était loin de soupçonner, c'est que dans les mois qui suivirent, de retour de l'autre côté de l'Atlantique, ils utiliseront ces informations pour mettre au point une invention qu'ils développent eux aussi depuis des années. Et lorsque leurs travaux deviendront publics, quelques années plus tard, leurs noms entreront dans l'histoire, malgré ce petit emprunt à ce chercheur français ce jour-là. Ah oui, le nom de cette invention ? Internet. Cette vidéo traite d'Internet, ses protocoles, ses échanges de données et comment tout ça est né. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Et justement, il y a quelque chose qu'on oublie souvent quand on navigue en ligne, énormément de données personnelles circulent un petit peu partout sans qu'on s'en rende compte. Nom, adresse, numéro de téléphone, parfois même des informations beaucoup plus précises. Tout ça peut être récupéré puis revendu par des entreprises spécialisées appelées courtiers en données. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Le principe est simple, Incogni agit à votre place pour demander à ces entreprises de supprimer vos données personnelles de leur base de données. Parce que, en théorie, vous pouvez le faire vous-même. Mais dans la pratique, ça veut dire contacter des dizaines de sociétés une par une, remplir des formulaires, envoyer des justificatifs, attendre les réponses, bref, extrêmement fastidieux et honnêtement, on a tous mieux à faire. Et à titre perso, moi ce que j'ai apprécié avec Incogni, c'est justement le côté automatisé. Une fois le compte configuré, le service s'occupe des démarches à votre place et vous pouvez suivre les suppressions directement depuis votre tableau de bord. Et je vous avoue que j'ai été à la fois surpris, mais surtout sidéré lorsque j'ai vu le résultat et à quel point mes informations personnelles se revendaient un petit peu partout. Et voir progressivement ces démarches de suppression partir, puis être traitées, donne une idée beaucoup plus concrète de l'ampleur du problème. Le but, au final, c'est simplement de réduire votre exposition en ligne. Moins de données accessibles publiquement, moins de démarchage, moins de spam. Le spam, on en parle de ça ? Et moins de risques liés aux fuites de données. Si ça vous intéresse, il y a un lien en description pour découvrir le service et bénéficier d'une réduction de 60% sur l'abonnement annuel Incogni en passant par le lien en description ou avec le code Matador. Merci donc à Incogni de soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous laisse avec la vidéo du jour dans laquelle vous allez comprendre pourquoi Internet aurait dû être une invention française. Bonne vidéo. L'homme en question s'appelle Louis Pouzin. Il est responsable d'un projet très important appelé Cyclades et durant cette présentation, il a introduit entre autres le datagramme et le end-to-end, deux notions qui vont particulièrement intéresser les deux Américains du fond de la salle. Mais pour mieux saisir les enjeux incroyables de ce récit et comprendre l'histoire d'Internet, il nous faut revenir en arrière. Laissez-moi vous ramener ici, dans l'espace, en 1957. Vous voyez cet objet ? C'est une petite sphère de 58 cm de diamètre seulement, mais ne vous y trompez pas, la petite taille de l'objet ne reflète en rien son importance démesurée. Car il s'agit en réalité de Spoutnik, le premier satellite artificiel à avoir été mis sous orbite terrestre.
Il tourne à environ 900 km d'altitude, il émet quelques bips et il est russe. Et c'est bien là l'énorme souci que pose ce Spoutnik. Dans un environnement de guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, il est le symbole d'un retard technologique que les Américains ne veulent pas voir. Pour le président Eisenhower à l'époque, c'est un véritable coup de tonnerre. Il faut remédier à cela et se prémunir d'une éventuelle menace. Dans ce but, une agence est spécialement créée. Elle s'appelle l'ARPA et a donc pour objet de faire de la recherche et du développement de nouvelles technologies à des fins purement militaires. Et l'un des premiers avertissements de l'agence, c'est le constat que le cœur du système informatique américain étant situé au Pentagone, absolument pas partagé ni relié à quoi que ce soit d'autre, il est en réalité particulièrement faible d'un point de vue sécurité. Un seul missile, et c'est tout le système de sécurité américain qui serait rendu vulnérable. C'est pour cette raison que l'une des premières tâches de l'ARPA, qui sera rebaptisée DARPA quelques années plus tard, sera de réfléchir à un réseau décentralisé. Ils doivent donc réfléchir à un système où les informations ne dépendent plus d'un point de vue unique, mais qui pourrait circuler à travers une sorte de constellation de différentes machines reliées entre elles, mais indépendantes. En 1962, un employé de la Rand Corporation, une autre société de conseil créée plus tôt, en 1948, propose une idée qui va tout changer. Plutôt que d'envoyer l'information dans son entièreté d'une machine à une autre, il propose de la fragmenter en plusieurs blocs qui voyageraient indépendamment les uns des autres, via des chemins différents. Ce nouveau concept est appelé communication par paquet. Et vous allez le voir, il va changer la donne. En 1966, un homme est nommé à la tête d'un projet ambitieux dans le cadre de l'ARPA. Il s'appelle Larry Roberts et le projet en question consiste à réussir à mettre en réseau plusieurs ordinateurs de façon sécurisée afin de pouvoir transmettre des données militaires sensibles ainsi que relier différents points névralgiques de la recherche américaine. Le nom du projet, dans un premier temps, ARPA Network, soit littéralement le réseau ARPA. Puis, il est raccourci en ARPANET. Le cahier des charges est audacieux, car comme on vient de le voir, non seulement ARPANET doit être un réseau décentralisé et basé sur un découpage de l'information en paquets, mais aussi doit être capable de relier entre eux des ordinateurs de marques différentes, parlant des langues différentes. Afin de répondre à ce dernier point, un homme est engagé. Il s'appelle Robert Kahn. Tout juste diplômé de la prestigieuse université de Princeton, il s'attelle à la tâche et parvient en 1969 à l'une des premières grandes étapes de l'Internet, relier ensemble 4 universités. Celles de Los Angeles, Stanford, Santa Barbara et Utah. Le 22 octobre 1969, 2 ingénieurs tentent d'utiliser le réseau ARPANET pour envoyer un mot d'un ordinateur à un autre. Leur choix se fixe sur le mot « login ». Malheureusement, le système planta et seules les 2 premières lettres LO furent envoyées, ce qui porte à sourire puisque l'on pourrait penser que ces LO étaient l'abréviation du mot « hello ». Et ce qui devait n'être qu'un petit test devient alors un événement fondateur. Et c'est ainsi que le 5 décembre 1969, alors même que les Rolling Stones sortent leur album mythique « Let It Bleed », ARPANET compte désormais 4 nœuds de communication. Et on peut désormais communiquer à loisir entre ces 4 universités. L'histoire est en marche, mais le chemin est encore long. Très long. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, la France ne compte pas se laisser distancer par les élans américains. Encore sous une impulsion gaullienne qui se refuse à porter les États-Unis comme modèle unique de modernité, le pays entend bien développer ses propres infrastructures, ses propres réseaux et surtout sa souveraineté technologique. Et parmi les précurseurs de l'IRIA, il est un homme qui compte bien imprimer une impulsion décisive et faire avancer le domaine de la mise en réseau des ordinateurs. Cet homme s'appelle Louis Pouzin, et c'est précisément lui qui va présenter ses résultats devant les 2 Américains qui n'hésiteront pas à piller ses travaux à leur retour. Mais tout cela n'est pas aussi simple. Et n'allons pas trop vite, car pour le moment, Louis Pouzin vient tout juste d'intégrer l'IRIA. Nous sommes en 1970, et en France, tout reste à construire. Car vous allez voir que cette histoire de plagiat des Américains
voire de vol, selon les versions, est au mieux exagéré dans la plupart des récits qui relatent cet événement. À commencer par cette vidéo elle-même, dont l'introduction, je l'avoue humblement, surfe sur cette légende qui, vous allez le voir, n'est pas aussi manichéenne. Car en effet, si l'Institut nourrit ce projet un peu fou, c'est que quelques mois auparavant, Michel Monpetit, le directeur adjoint de l'IRIA, accompagné d'une délégation française, ont eux-mêmes visité l'Université de Californie à Los Angeles. Cette délégation a donc découvert le réseau ARPANET, ses spécificités, et son éventuel intérêt dans les communications à longue distance. Lors de cette visite, ils discutent longuement avec des ingénieurs de l'ARPA, comme Michel Elie, qui à son retour en France, un an plus tard en 1971, soit un an avant la fameuse présentation de Louis Pouzin, rédigera une thèse de maîtrise intitulée « Le réseau d'ordinateurs de l'ARPA et les réseaux généraux d'ordinateurs ». À sa prise de poste, Louis Pouzin ne dispose pas de budget militaire américain, ni de leur puissance logistique. Pourtant, il décide de s'atteler à la constitution d'un réseau d'ordinateurs typiquement français. Ce projet portera le nom de Cyclade. Or, Louis Pouzin connaît bien le travail des Américains. Il a étudié au MIT de Boston de 1963 à 1965, et lorsqu'il découvre les contours du projet ARPANET, il voit plusieurs failles à améliorer. D'une part, ARPANET fonctionnait sur ce qu'on appelle des IMP, pour assurer le routage, la gestion des paquets, la correction d'erreurs, etc. Le réseau ARPANET prenait donc en charge beaucoup de responsabilités. Et cette centralisation le rendait assez rigide, fermé à de l'interconnectivité avec d'autres éventuels réseaux. Pour répondre à ces limitations, Louis Pouzin et son équipe apportent à leur projet Cyclade 3 améliorations majeures. La première, et la plus célèbre de toutes, le datagramme, une technique de communication par paquet d'informations novatrice dans laquelle chaque paquet comporte en lui-même toutes les informations nécessaires à son transport. Il est composé d'un en-tête où sont stockées toutes les informations pour que le paquet soit acheminé de la source à l'équipement d'arrivée et d'un espace de données qui contient l'information elle-même. La deuxième, appelée le end-to-end, consiste à délester le réseau de certaines charges et les confier plutôt aux ordinateurs qui émettent et reçoivent les informations. Ainsi, les fonctions avancées comme le réassemblage, la retransmission, la gestion d'erreurs sont gérées par les ordinateurs directement en début et fin de chaîne, ce qui rend le réseau beaucoup plus léger. Enfin, la notion de réseau de réseau. Cyclade, contrairement à ARPANET, a été conçu pour permettre immédiatement l'interconnexion de réseaux variés, avec des formats d'adressage, des standards ou des niveaux de services différents. Si le projet Cyclade n'a pas inventé la notion de transport par paquet, il a cependant clairement redéfini sa structure, en corrigeant les verrous techniques et conceptuels d'ARPANET, ouvrant ainsi la voie à un réseau global, universel et décentralisé. Exactement ce dont rêvaient tous les ingénieurs de l'époque. Ce sont précisément ces 3 points que nos 2 hommes ramenèrent en Amérique pour peaufiner le réseau ARPANET. Ils s'appellent Robert Kahn et Vinton Cerf. Tous 2 ingénieurs en charge du développement du réseau, ils incorporent les idées de Cyclade et le résultat est immédiat. Dès 1971, ARPANET, qui reliait précédemment 4 universités américaines, couvre désormais un réseau de 20 ordinateurs. À ce stade du récit, il convient donc de préciser une chose. Si de nombreuses versions dénoncent le vol de Robert Kahn et Vinton Cerf, il est important de rappeler qu'à l'époque, et à l'image de toutes les avancées scientifiques, les découvertes sont conjointes. Louis Pouzin lui-même affirmera par la suite qu'il ne regrette pas cette appropriation et que la dynamique mondiale autour de l'informatique dans ces années rendait inévitable le travail conjoint des chercheurs et des chercheuses. D'ailleurs, faut-il le rappeler, le projet Cyclade lui-même n'a débuté qu'après la visite d'une délégation française dans les locaux de l'ARPA, aux États-Unis. Cette parenthèse étant faite, il est maintenant temps de parler de la découverte qui va tout changer dans l'histoire d'Internet. Et c'est encore à Robert Kahn et Vinton Cerf qu'on la doit. Car comme pour illustrer cette émulation qui agitait la planète de l'informatique à cette époque, dont je parlais à l'instant, les 2 ingénieurs ne vont pas se contenter des nouveaux concepts de Cyclade. Ils vont continuer à travailler dessus pour tenter de les améliorer, encore et encore. Ainsi, le réseau ARPANET évolue,
Et très vite, comme ils l'avaient constaté lors de leur visite en France, le fait que les ordinateurs du réseau soient directement connectés entre eux pose un sérieux problème de communication. Les deux hommes peaufinent l'idée du datagramme de Louis Pouzin en créant un langage universel, un protocole indépendant du matériel qui enveloppe les informations et les transporte à travers n'importe quel réseau. Le nom de ce protocole, TCP/IP. Et pour mieux comprendre ces protocoles, on peut comparer leur fonctionnement à celui du transport maritime, comme le fait l'informaticien français Gérard Lelanne. Le paquet de données est un conteneur, IP se charge des mouvements de conteneurs entre les ports de départ et arrivée, et TCP gère les ressources portuaires, le trafic, les pertes en route, etc. Grâce à ce protocole, deux machines différentes peuvent désormais communiquer, quel que soit le réseau auquel elles appartiennent, sans se préoccuper de ce qui se trouve entre les deux. En d'autres termes, elle met en réseau différentes machines qui elles-mêmes sont en réseau. L'invention de Robert Kahn et Vinton Cerf, le protocole TCP/IP est donc en quelque sorte un réseau de réseaux, comme l'avait rêvé l'équipe de Cyclades. Alors que leur invention a lieu en 1973, date à laquelle l'Angleterre et la Norvège viennent juste d'ajouter l'un de leurs super ordinateurs au réseau ARPANET, ce n'est que 10 ans plus tard que le TCP/IP sera adopté officiellement par l'ensemble des ordinateurs de tous les pays. À partir de 1983 donc, le déploiement d'ARPANET semble inexorable. En 1984, ce sont plus de 1000 ordinateurs qui sont connectés entre eux. En 1987, ils sont 10 000 et seulement 2 ans après, en 1989, pas moins de 100 000. C'est à cette date que se produit l'événement le plus marquant de notre histoire. ARPANET, qui était censé depuis ses débuts n'être qu'un réseau militaire et fermé sur lui-même, s'apprête, par le biais du protocole mondial TCP/IP, à être de plus en plus ouvert au public. Souhaitant conserver cette séparation entre le militaire et le civil, un deuxième réseau sera alors créé, du nom de Milnet. Quant à ARPANET, qui prenait désormais son envol, il sera décidé de le renommer Internet. Notre version de l'histoire d'Internet n'a pas d'épilogue, car cette histoire est tout simplement en cours aujourd'hui encore en 2025. C'est une invention peu commune dans l'histoire des sciences, car on l'a vu, Internet porte en son essence même la notion de décentralisation, peu encline à résumer son invention par un nom unique. Même si l'histoire des sciences est toujours à prendre avec des pincettes et que rien n'est aussi simple que les livres d'histoire veulent bien nous faire croire, il est cependant possible d'attribuer l'invention du téléphone à Alexander Graham Bell ou celle du télégraphe à Samuel Morse. Mais il n'est pas possible de faire de même avec Internet. C'est le résultat d'un processus global issu de la coopération de tous les ingénieurs de la planète qui se sont eux-mêmes mis en réseau pour créer ce réseau de réseaux. Et même si j'ai fait le choix ici de mettre fin au récit avec l'abandon du terme ARPANET au profit d'Internet, il reste difficile de dater de façon précise la naissance d'Internet, tant les étapes cruciales s'étaleront dans les années qui suivirent. L'annonce publique du World Wide Web par Tim Berners-Lee en 1991 pourrait également être qualifiée comme acte de naissance du web que l'on connaît aujourd'hui. Toujours est-il qu'un an plus tard, en 1992, alors que les Jeux Olympiques d'hiver avaient lieu en France, à Albertville, la barre du million d'ordinateurs connectés était dépassée. Seulement 4 ans après, alors que la Macarena connaissait son heure de gloire, le réseau comptait non plus 1, mais 36 millions d'ordinateurs. Aujourd'hui, le cap du milliard est franchi depuis 2014. Et il n'existe plus un seul jour où chacun d'entre nous n'interagit pas d'une manière ou d'une autre avec cette invention devenue incontournable. Et pour se convaincre que l'histoire continue de s'écrire là devant nous, dites-vous que le simple fait de regarder cette vidéo fait de vous l'héritier ou l'héritière directe de toutes ces étapes. Des datagrammes au protocole TCP/IP, d'ARPANET au serveur DNS, de Louis Pouzin à Robert Kahn. Vous qui regardez en ce moment cette vidéo et qui vous apprêtez d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne YouTube, vous êtes à cet instant même une part vivante de l'histoire que vous venez d'écouter.